dans leur bain de brasserie. On est effectivement les pieds dans la plage, dans le sable, pardon, mais bon, la météo aujourd'hui, c'est pas terrible. Je rappelle le principe de ces conférences débats en deux temps. L'intervention de notre invité aujourd'hui, Jean-Claude Empereur, sur le terme « Les Européens, idiots utiles de l'affrontement États-Unis-Eurasie ». Ensuite, une petite pause de 5 minutes pour permettre à Monsieur l'Empereur de souffler un peu. Et puis on enchaîne avec les questions-réponses. Un micro va circuler entre vous. Les conférences, si vous intéressent, il ne faut pas hésiter à les proposer à des amis avant votre entourage, bien sûr. Il n'y a aucun problème, il n'y a aucune limitation de place. Nous avons fait le choix de faire un break pendant les mois de juillet et août, car tout le monde bouge, on reçoit pendant la période estivale, et nous nous retrouverons en septembre. Alors, quelques mots sur Jean-Claude Empereur, qui est licencié en économie politique, diplômé de Sciences Po Paris, ancien élève de l'ENA, haut fonctionnaire honoraire et ancien dirigeant de société financière franco-koweïtienne, maire de Pornichet pendant 12 ans, puis maire honoraire, conseiller régional des Pays de Loire pendant 6 ans, auteur de nombreux articles de géopolitique dans différentes revues. Il anime par ailleurs une chronique mensuelle d'actualité internationale sur Radio Courtoisie. Il a co-dirigé un ouvrage collectif avec Charles Zobib, j'espère que je prononce bien le nom, dénommé Le Nouvel Échiquier, la société internationale après la crise de la Covid-19. Quelques exemplaires sont là, à disposition à l'entrée, si vous voulez les acheter. Et bien sûr, Monsieur Jean-Claude Empereur se fera un plaisir de les dédicacer pour vous. Voilà, j'ai assez parlé. Je laisse maintenant la parole à Monsieur Jean-Claude Empereur. Merci beaucoup pour cette introduction et je remercie de mon côté à la fois Mme Godot et Jean Goïchman, sans qui je ne serais pas là ce soir chez vous, puisque c'est à la suite notamment de conversations avec l'un et avec l'autre que nous nous sommes rendus compte qu'on avait un certain nombre de points d'intérêt communs, voire même de convergence sur un certain nombre de réalités géopolitiques, notamment ce dont nous allons parler ce soir. Alors merci à eux deux, et je vous dis, très heureux d'être chez vous ce soir, d'être parmi vous. On va essayer de mener ce soir une réflexion sur, c'est beaucoup dire, mais l'état du monde qui vient, et de voir quelle place dans cette montée de nouveaux équilibres géopolitiques l'Europe peut jouer ou ne pas jouer, et au sein de l'Europe, la France. La question a deux volets. Le premier, c'est, je parle de l'affrontement Europe-Eurasie, États-Unis-Eurasie. Pourquoi? J'aurais pu parler de l'affrontement sino-américain, ce qui est classique. En réalité, ce qui se passe à l'heure actuelle, c'est un affrontement considérable qui s'accélère tous les jours entre les États-Unis et l'ensemble de l'Eurasie. L'ensemble de l'Eurasie étant pour l'essentiel le rapprochement Russie-Chine. Rapprochement qui est assez largement de notre fait. C'est à la suite d'une politique et d'une diplomatie occidentale erratique et inconsidérée qu'on a en quelque sorte jeté les Russes dans les bras des Chinois. Nous risquons de le payer extrêmement cher dans les années qui viennent. Rien n'est jamais perdu. On va donner ce soir un certain nombre d'orientations. Je n'ai pas la prétention de vous dire ce qu'il faut penser, ce qu'il faut croire, ce qu'il faut voir. C'est une réflexion que j'ai menée avec un certain nombre de mes amis, mais c'est un certain nombre de pistes. Rien ne peut nous dire aujourd'hui que dans 10 ans, on aura un monde encore complètement différent. Qui, il y a 10 ans, pouvait nous décrire le monde que nous connaissons aujourd'hui? À peu près personne. À peu près personne. Quel sera le monde qui sera celui de nos enfants et de nos petits-enfants dans 10 ou 15 ans? Je pense qu'il serait extraordinairement hasardeux de prévoir. En revanche, on peut distinguer un certain nombre de lignes de force qui vont orienter tout de même l'avenir, en tout cas l'avenir pour les 5, 10, 15 ans qui viennent. En gros, pour la génération qui vient. Car il n'y aura pas, par rapport au mouvement qu'on va décrire ce soir, sauf accident historique majeur,
de retour en arrière sur cette évolution. La deuxième partie du texte, du titre, c'est les Européens sont-ils des idiots utiles? Je vous laisserai la réponse à vous-même en fin de conférence. Je ne veux pas vous imposer un point de vue là-dessus, sans vous dire que la réponse est dans la question, mais un petit peu tout de même. Donc, je vais aussi vous indiquer que dans cette approche que nous allons avoir ce soir, il faut bien être conscient d'une chose, c'est que l'affrontement qui est en train de se développer, et encore une fois à une vitesse accélérée, j'insiste bien sur l'aspect accéléré, est un affrontement qui est devenu existentiel. Et je pèse mes mots, il est existentiel. Et le conflit en Ukraine, qui est par rapport à tout ça un phénomène très important et dramatique, en tout cas pour les Ukrainiens, hein, ce phénomène-là n'est qu'un épiphénomène par rapport au mouvement qui est en train de se dessiner. Il est certain aujourd'hui que ni la Russie, ni les États-Unis ne peuvent gagner. Ni l'un, ni l'autre. En tout cas, ni l'un, ni l'autre ne peuvent perdre. Ou si jamais c'est le cas, ce sera un ébranlement considérable de la planète dont on ne peut pas aujourd'hui imaginer même quelles en seraient les conséquences. Donc on va forcément, à un moment ou à un autre, sortir de ce conflit par une négociation. Si ça n'était pas le cas, ce serait un trou noir au sens astronomique du terme, me semble-t-il, pour l'ensemble de la planète. Alors ceci étant dit, prenez bien en tête cette idée de conflit existentiel. Ce n'est pas uniquement un conflit territorial, ce n'est pas un conflit militaire, ce n'est pas un conflit économique, c'est essentiellement un conflit existentiel entre la puissance hégémonique américaine d'aujourd'hui et la puissance montante du système eurasiatique, menée bien évidemment par la Chine, mais soutenue et appuyée par les ressources, la technologie et l'intelligence russe. Voilà en gros le tableau auquel il faut que nous nous mettions en tête ce qui va dominer les années qui viennent. Alors j'ai l'habitude dans ce genre de conférence de rappeler, de montrer quelque chose qui surprend parfois, qui est ce que le club des savants atomistes américains a à partir de 1947 appelé la pendule de l'apocalypse. Alors c'est ce groupe qui a défini cette pendule, hein, ce schéma que vous avez, ce site que vous avez sous les yeux, ce logo, il a fait à partir de 1947 quand les savants atomistes se sont rendus compte que l'arrivée de l'arme nucléaire allait changer beaucoup de choses dans le monde. Et ils ont décidé de se réunir tous les ans et depuis 1947 de publier tous les 20 janvier de chaque année l'état du monde représenté par la dangerosité de celui-ci. Et vous avez une pendule en haut qui montre qu'à l'heure actuelle, c'est le résultat de la réunion de janvier dernier, dans l'hypothèse qui est la leur, la métaphore qui est la leur, nous sommes à moins 90 secondes de l'apocalypse. Encore une fois, c'est un indicateur, hein, il ne faut pas prendre ça au pied de la lettre. D'autre part, ça ne signifie pas, en tout cas, ce n'est pas mon point de vue, que cet apocalypse nucléaire va venir. Je ne le crois pas. Je pense quand même que l'arme nucléaire est un système d'équilibre. Néanmoins, c'est un indicateur intéressant des tensions dans le monde depuis maintenant près de 70 ans. Vous voyez, c'est la courbe du bas, qu'on est aujourd'hui au plus près de cet apocalypse, dans l'esprit des savants atomistes américains. Donc il faut avoir ça en tête. On est véritablement dans une zone et d'une période qui est extrêmement dangereuse, personne ne peut le nier, mais l'apocalypse n'est évidemment pas du tout nécessairement ce qui nous attend. Simplement, ce qui est intéressant dans la courbe d'en bas, c'est que vous voyez qu'en 1990, au moment où s'effondre l'Union soviétique, on était très très loin de cette situation, et malheureusement, vous voyez la dégringolade après, malheureusement, on n'a pas su saisir cette occasion, et on s'est enfoncé progressivement dans la situation de très haute conflictualité dans laquelle nous sommes. Alors, il y a simplement deux questions. Hein, deux questions aujourd'hui, c'est comment en est-on arrivé là et que faire? La première question, c'est une question qui n'est pas facile de résoudre. J'ai essayé quelquefois d'organiser des colloques sur ce sujet-là. Je peux vous dire qu'il n'y avait pas beaucoup de volontaires, si vous voulez, pour participer à ce genre de réflexion. En particulier lorsqu'on l'applique à l'Union européenne et à la situation d'Europe aujourd'hui. La seconde question que faire, vous la connaissez depuis longtemps, c'est la question que posait Lénine.
mais c'est une question que se pose tout responsable politique. Que faire? Il n'y en a pas d'autre. Que fait-on devant une situation qui paraît soit désespérée, soit compliquée, soit dangereuse, etc. etc. Ensuite, donc, simplement rappeler, puisqu'on va faire de la géopolitique, il faut laisser de côté tout ce qui est subjectif, tout ce qui est compassionnel, tout ce qui est émotionnel. On peut revenir sur ces sujets-là après. Mais d'abord, il faut poser les bases mêmes de la réflexion et de l'analyse géopolitique. Ces trois choses. Quels sont les intérêts vitaux des pays en présence et en compétition? Quels sont les rapports de force? C'est la vie, c'est un rapport de force. En politique, comme en géopolitique, c'est essentiel. Ou on a le rapport de force, pour soi, on ne l'a pas. Et enfin, de voir quelles sont les contraintes géographiques. Il est évident que pour les Européens, ces contraintes géographiques ne sont pas les mêmes que pour les États-Unis, pour la Russie, pour Taïwan, pour l'Inde, pour l'Australie. Donc ces trois éléments-là sont fondamentaux. Vous ne pouvez pas, et on ne peut pas réfléchir à la géopolitique si on n'a pas ceci en tête en permanence. Et encore une fois, laissons de côté, ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas leur importance, bien entendu, laissons de côté la réflexion sur les émotions, sur le gravisme, sur le compassionnel, c'est un autre niveau de réflexion. Encore une fois, il est nécessaire, mais dans un premier temps, si on veut expliquer les choses et éventuellement réagir contre leur évolution, c'est ces trois questions qui vont se poser. C'est vrai pour la France, c'est vrai pour l'Europe, c'est vrai pour la Russie, les États-Unis, la Chine, c'est vrai pour tout le monde. Alors, je vais traiter la réunion de ce soir sous trois angles. Le premier, c'est de réfléchir à quelle a été la logique, si je puis dire, et les résultats de ce que j'ai appelé l'encerclement géopolitique encerclement occidental. Comment, face à cet encerclement, l'Eurasie, c'est-à-dire essentiellement la Russie et la Chine, ont réagi, avec quelle force, quels moyens, quelles orientations, et enfin, quelle est la position de l'Europe face à cela. Aujourd'hui, force est de dire que l'Europe est en état de sidération, c'est-à-dire de tétanisation, de paralysie. Il n'y a pas, en faisant ça, je ne fais pas de subjectivité, ça ne veut pas dire qu'on restera sidéré, paralysé toute notre vie. C'est une affaire de volonté politique. Savoir si cette volonté politique existe ou existera est une autre question, on ne pourra pas. Alors l'encerclement, c'est depuis, disons, un grand nombre d'années, en tout cas surtout depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, c'est la stratégie, je vais simplifier beaucoup, c'est en gros la stratégie occidentale, mais c'est surtout la stratégie américaine. Et c'est un encerclement qui se développe progressivement depuis la fin de la guerre jusqu'à la période actuelle. L'origine de la réflexion théorique, c'est les écrits, même si ce sont des écrits qui n'ont pas de valeur scientifique, mais qui ont une valeur productive, c'est ce qu'on a appelé la théorie du pivot géographique de l'histoire, développée par Mackinder en 1904, dans un article de 12 pages, assez confus, vous pouvez le trouver sur le web, mais dont la conclusion est la suivante. Il y a en fait dans le monde deux zones essentiellement. La zone centrale qui est la zone pivot, le pivot historique de l'histoire, c'est l'actuelle Eurasie, disons au sens large, en tout cas c'est ce qui va de la Russie jusqu'à la Sibérie orientale, et autour se trouve le reste du monde, en gros c'est nous. Et Mackinder dit de manière très schématique, encore une fois ça n'a pas de valeur scientifique, mais il dit au début du siècle dernier, celui qui tient le pivot tient le monde. Alors voilà une autre carte, si vous voulez, qui est presque plus artistique, mais qui est intéressante, car elle montre bien où nous sommes. Nous sommes dans la zone marginale. La stratégie, en fait, occidentale, américaine et européenne mélangée, a deux objectifs, encercler et disloquer.
Il faut savoir que ces deux termes résument. Encore une fois, je ne porte pas de jugement de valeur. Hein. Je ne porte pas de jugement de valeur. Je serais américain, peut-être que j'aurais envie d'encercler et disloquer le monde du niveau eurasiatique. Elle va être développée à partir de la fin de la Deuxième Guerre mondiale, en 1947, par un journaliste américain encouragé par Roosevelt à développer un complément à cette stratégie qui est celle du contour et de l'encerclement de l'ensemble du centre du pivot dont on parlait tout à l'heure. C'est la théorie du Rimland, pour utiliser le terme anglo-saxon, il n'y en a pas vraiment d'autre en français, il n'y a pas une traduction française convaincante. Vous voyez déjà se dessiner à peu près ce qui est le monde d'aujourd'hui. En gros, c'est la partie au nord de la carte, la partie blanche, la partie russo, pas encore chinoise, mais ça commence à l'être à cette époque, c'est 47. Et autour, eh bien, c'est à la fois l'Europe occidentale, c'est le Moyen-Orient, et puis c'est toutes les zones périphériques jusqu'à l'Australie. Ensuite arrive quelqu'un qui va avoir un rôle très important parce qu'il est conseiller politique et géopolitique du président Carter et ensuite de tous les autres présidents américains, c'est Brzezinski, dont vous avez tous entendu parler, qui dit une chose extrêmement simple, alors que l'Union soviétique s'est effondrée. Hein. Ce livre est sorti il y a une quinzaine d'années. Qui dit une seule chose, il dit notre adversaire, c'est la Russie, il ne parle pas de l'Union soviétique, il parle de la Russie à ce moment-là, et le moyen d'atteindre la Russie, de l'empêcher d'être un compétiteur pour nous, c'est de mettre la main sur l'Ukraine et d'utiliser l'Ukraine comme un bélier pour disloquer la Russie et lui retirer toute possibilité de contester notre hégémonie. Là encore une fois, je ne fais pas ni de la propagande ni quoi que ce soit, c'est la théorie de Brzezinski et c'est la théorie qui va être suivie par tous les stratèges et les penseurs américains à partir de lui. Je rappelle que Brzezinski est un Polonais d'origine, et les Polonais n'aiment pas beaucoup, comme vous savez, les Russes. Hein, mais on peut leur reprocher une chose, c'est de ne pas avoir fait l'effort que nous avons fait nous avec les Allemands. Alors aujourd'hui, tout ceci pèse très lourd dans le conflit actuel. Ensuite, arrive un autre stratège, un autre penseur américain, très important parce qu'il dirige la société Stratfor. C'est une société d'intelligence économique, en gros d'intelligence économique et d'espionnage privé, dont on a souvent dit qu'elle était la CIA bis, ceci pour vous donner l'importance. Et M. Friedman, lui, va un peu plus loin, et il écrit dans ce livre paru en 2014, c'est-à-dire au moment des accords de Minsk, juste après leur signature, ce livre Flashpoint, qui n'a jamais été traduit en français. Aucun Français n'a pu voir ce qui était écrit, il a pu voir en se penchant sur le livre en anglais, bien sûr, mais aucune diffusion en France. En revanche, et c'est intéressant, il a été traduit en Allemagne, en allemand, et là, le titre est un peu différent. C'est, pour le premier, c'est la crise qui vient en Europe, c'est la version anglo-saxonne. La deuxième version, c'est Pulverfass Europa, la poudrière Europe. Ça vous indique donc déjà ce qu'en 2014, M. Friedman pensait. Et il va beaucoup plus loin dans sa réflexion que Brzezinski. Il dit c'est extrêmement simple, la situation est très préoccupante pour les États-Unis aujourd'hui. Nous apercevons que l'Europe que nous avons construite, et c'est nous, Américains, qui avons construit l'Europe, qui avons construit l'Union européenne, que cette Europe que nous avons construite était jusqu'à maintenant, jusqu'à ces dernières années, grâce à notre aide, dominée par l'Allemagne, seule puissance valable sur le plan économique en tout cas, et l'Allemagne est en train de nous échapper. Donc il faut mettre fin à tout ça le plus rapidement possible et faire en sorte que nous poussions nos pions jusqu'aux frontières de la Russie, pour que nous soyons au contact direct de la frontière russe, ce qui a dans son esprit deux avantages. Le premier, c'est qu'il a un contact immédiat sans le glacis que représentait la démocratie populaire. Il a un contact immédiat avec la Russie et il met l'Allemagne derrière. En quelque sorte, l'emprisonnant derrière cette espèce de rideau nouveau qu'il veut créer. M. Friedman sera également un des conseillers, et toujours d'ailleurs,
un des conseillers les plus écoutés.